Ça va? Tu vas bien? Très bien, et toi? Allez, on y va, c'est parti. On y va. Alors, Edouard de Mezrac, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous ce matin pour cet épisode de Greenlight. Tu es donc CEO groupe récemment nommé d'Artefact. On va en parler pendant cette émission. On va revenir sur vos thématiques qui sont la data, l'IA, la tech et comment on booste nos boîtes françaises via ces bons leviers. Une première question, Edouard, où est-ce qu'on va? Direction 19 rue Richet. Je crois que tu connais bien cette adresse. C'est le siège d'Artefact. Ok. Dans le 9e. Artefact, on est plus de 600. Donc on a de la chance d'être dans le centre de Paris. Donc direction Artefact. Allez, c'est parti, rue Richet dans le 9e. Alors Edouard, donc tu le disais, 600 collabs en France, 1700, 1800, j'imagine que ça change tous les jours, collaborateurs dans le monde, 23 pays au moment où on se parle. Exactement. En tout cas, c'est ce qui a marqué sur ce qu'on retrouve sur vous. Plus d'une trentaine de bureaux, développement extrêmement rapide et important de cette structure. J'ai une question piège à te poser. Est-ce que tu connais par cœur la mission d'Artefact? La phrase. C'est une très bonne question. Nous, notre mission, c'est de travailler à l'adoption de la data et de l'IA pour avoir un impact positif par les entreprises et les organisations. C'est-à-dire à la fois les entreprises privées et le secteur public. On est à 97% selon notre IA score. Votre score de qualité. Voilà, on a un score, on a évidemment un outil IA pour valider les mots-clés qui sont cités, donc c'est effectivement ça. Vous accélérez l'adoption de la data et de l'IA afin d'avoir un impact positif sur les individus et les organisations. C'est nickel, donc on va parler de ça pendant cet épisode de Greenlight. Vous êtes avec nous, comme à l'habitude. On met quoi comme radio? Alors moi j'aime souvent travailler en musique, mais un fond musical, donc on va se mettre France Musique. Ah, France Musique, parfait. On commence cette interview comme à l'habitude par toi, donc je suis remonté aussi loin que possible. J'ai commencé pas remonter trop loin, Mathieu. Pas remonter trop loin, évidemment. On laisse une place tout comme l'IA, on fait attention à la vie privée, mais prépa à Stan. Ouais. Voilà. Toi, tu viens d'où en France à la base? À la base, moi j'ai grandi pas mal à l'étranger. Okay. Grandi aux États-Unis, grandi au Mexique et rentré en milieu de primaire en France. Et puis après, je suis devenu interne à Paris. Donc je suis pas parisien. J'étais à l'internat ici à Paris et ensuite prépa HEC. D'accord, donc déjà à l'international dès le début et pour aller à Stan ensuite. Puis après la prépa, licence d'histoire à la Sorbonne. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé à HEC. J'ai adoré HEC parce qu'il y avait plein de maths, plein d'histoire. Sauf qu'en arrivant en première année, il n'y a plus d'histoire. Et je voulais garder un pied dans Paris et continuer d'apprendre. Et donc je me suis inscrit avec des amis en parallèle d'HEC en licence d'histoire. Ah ouais, en plus. Okay. Voilà. Ouais, fine. Qu'est-ce que tu retiens du coup de cette période Sorbonne? Surtout qu'en plus, c'est intéressant de voir un différentiel entre HEC et l'école, en plus en dehors de Paris, et la fac. Ouais. En plus en licence, où t'es pas forcément dans les plus beaux amphis, et c'est parfois un peu challenging. Et alors moi ce que j'ai adoré, c'était en fait de rentrer plus en profondeur dans des phases, donc c'est histoire moderne, c'était 17e, 18e, donc passionnant. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans le monde de la tech, en fait, il y a plein de gens qui n'aiment pas l'histoire parce qu'ils disent l'histoire sert à rien, faut uniquement être tourné vers l'avenir. Et moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a plein de choses à apprendre des grandes ruptures technologiques qu'il y a eu dans le temps. Et donc, j'aime bien avoir un pied derrière et un pied devant. Et puis, même si en termes de roadmap, j'imagine que votre roadmap et les roadmaps des solutions que vous utilisez sont très clairs, n'empêche que quand on ne sait pas où on va, c'est pas mal de se rappeler d'où on vient. Exactement. Après HEC, tu rentres pour un parcours royal en strat chez Oliver Wyman. Tu vas de analyste, grade number 1 jusqu'à partner. C'est une sacrée tranche de vie que tu as fait là. L'advisory, le conseil, ça s'est imposé à toi ou c'était une opportunité, une connaissance? En fait, j'ai choisi le métier du conseil parce que je voulais... D'abord, j'ai rencontré des gens très smart avec lesquels je me disais je serais ravi de bosser avec eux. Et j'avais une peur phobique de m'ennuyer. Et donc la variété des sujets, des missions, etc. faisait que c'était un alignement de planètes qui était bon. Et puis l'autre raison pour laquelle j'ai choisi cette boîte-là, c'était qu'ils étaient très forts sur des sujets de data. Donc moi j'ai commencé, tu vois, dès 2008 à coder en SQL pour des projets chez des gros retailers. Et donc j'étais, à l'époque, je bossais pour Carrefour, où on faisait des calculs d'effets de halo. Et donc on avait des bases SQL colossales avec toutes leurs transactions. Et donc c'était
déjà le début des sujets data à gros volume. Alors c'était pas simple parce que on n'avait pas du Python, c'était que des vieux langages de base de données. Et ce que j'aimais bien, c'était pas sur Access quand même. Ah non, Access, faut pas exagérer. Access, t'arrives à des limitations assez vite. Que tout était sur SQL, Microsoft SQL. Et ce que j'aimais, c'était travailler sur des sujets compliqués et les expliquer de façon simple au management. Je me rappelle le patron de Carrefour disait mais ce qu'il avait adoré sur le projet, c'était quelqu'un qui était venu lui expliquer l'effet de halo que les promotions pouvaient avoir et qu'on avait modélisé mathématiquement. Donc ça, cette complexité technique et la simplification qu'il faut faire pour l'expliquer, c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Ouais, c'est l'adoption par la vulgarisation avec un earn-out très clair de ce que tu gagnes en exactement. projet. Le pire et le meilleur du conseil en 2 souvenirs. Le pire du conseil, c'était les week-ends à bosser quasiment jour et nuit parce qu'il y avait des deadlines colossales. Ouais. Et donc l'espèce de quantité de boulot, mais ça m'a jamais complètement pourri la vie, mais c'était la charge de boulot était pas simple. Et le meilleur du conseil, c'était de pouvoir partir à l'étranger. Donc j'ai bossé en Italie pendant 1 an, et puis je suis parti aux États-Unis. Donc j'ai bossé pendant 2 ans à Minneapolis. À Minneapolis. Dans le Minnesota, dans le vrai de vrai. Ouais, donc Midwest. Midwest américain. J'ai été énorme projet à l'époque, et j'étais le seul consultant qui habitait à Minneapolis. Tous les autres, ils arrivaient de Boston, de New York, machin. Et on venait de se marier et on s'est dit avec ma femme, banco, on part, et donc on s'est installé dans Minneapolis et on a vécu pendant 2 ans dans Minneapolis. Ça, c'est une case ticket que peu de gens ont tiqué d'habiter à Minneapolis. C'est rare, ouais. C'est bon. C'est rare. Et du coup, c'est bien, tu me fais un lien avec ma prochaine question, parce que l'international, dans ton éducation, dans ton histoire familiale, rapidement dans ta carrière, en tout cas, c'est ce qui t'a plu dans l'advisory. Shanghai, c'est 2016, ouais. C'est ça. Donc, pourquoi tu vas là-bas à la base? Au-delà de cet amour de l'international, j'imagine que les opportunités étaient vastes. Pourquoi Shanghai a fait partie de ta vie? Alors, c'est d'abord un projet de famille. On était mariés, 2 enfants, et on s'est dit, je me rappelle, on était en voiture, à essayer d'endormir le dernier dans la voiture en se promenant dans Paris, en rentrant un dimanche soir. On s'est dit, mais il faut qu'on parte, quoi. Il faut qu'on parte, faut qu'on aille ailleurs. Donc ça, c'était avec ma femme, on s'est dit, il faut partir à l'aventure. Et ensuite, on a hésité entre 2 trucs. La Russie. Ouais. Parce qu'à l'époque, on se développait pas mal en Russie, et la Chine. Alors, heureusement qu'on n'est pas parti en Russie. Et la Chine, c'était en fait, la Chine n'avait pas bonne presse. C'était 2014-2015, on commençait à se poser des questions. Très pollué, on parlait pas encore du digital plein de mal. Et ce qui a changé un peu, c'est lorsque Alibaba a fait ce partenariat avec Auchan. Et d'un seul coup, en fait, on s'est dit, mais il se passe quelque chose là-bas. Et on a intérêt à suivre. Et donc on est arrivé. Quand tu arrives, tu as découvert cette énergie. C'est complètement dingue. On en parlait en préparant cette émission. Shanghai, tu as vécu une époque dorée. Enfin, c'était formidable, 15 à 20. C'était encore c'était le grand Shanghai de tous les expats qui nous regardent, qui j'imagine se reconnaîtront dans ce que tu décris. Il y a, je pense, c'est une des rares villes au monde où il y en a essaimé partout dans le monde, plein d'anciens de Shanghai. Donc il y a des anciens de Shanghai à Singapour, à Paris, à New York, on se retrouve régulièrement. Et ce qui était fascinant, c'était l'explosion du digital. Quand je suis arrivé, les WeChat Pay n'existaient pas. Et le premier Chinese New Year, donc c'était Chinese New Year 2017, les premiers paiements de dons dans la famille sont passés par WeChat. Et ça a été l'explosion des WeChat Pay et de tous les paiements digitaux. Et derrière, ça a été un boulevard. Et les WeChat, c'est pas arrêté là. Est-ce que peut-être tu peux aider nos téléspectateurs à comprendre le rapport d'un Chinois à WeChat? Parce que WeChat, c'est à la base quelque chose qui est similaire à WhatsApp, peut-être, mais dont l'usage n'a absolument rien à voir. La place de WeChat est centrale dans l'économie chinoise, la vie des Chinois. La grande différence que je vois en Chine, c'est que le monde digital est beaucoup plus interconnecté avec le monde physique. Donc dans toutes les tâches du quotidien, tout peut passer par WeChat. Donc certes, WeChat, c'est une macro-application, c'est une application de messagerie, mais c'est une application comme un iOS, où il y a plein d'apps dans l'app. Et donc plein d'entreprises, que ce soit un retailer, un vendeur automobile, une boîte industrielle ou une boîte de luxe, va avoir des mini-programmes dans l'écosystème WeChat. Et c'est comme une app sur ton téléphone où tu peux tout faire. Donc, et les 3 killer apps de WeChat qu'on utilise au quotidien en Chine? Alors, les killer apps aujourd'hui, ou l'utilisation fondamentale, c'est tout ce qui est transport, tout ce qui est livraison. En fait, tu peux te faire livrer n'importe quoi en 5 minutes. Donc, tu n'es pas sur un site marchand, via WeChat, directement dans WeChat, tu commandes ce que tu veux, quoi. En fait,
via Taobao ou n'importe quelle application, tu commandes absolument ce que tu veux, Releme, tu commandes ce que tu veux. Et au sein de WeChat, surtout le truc qui est le plus utilisé, c'est les paiements. Ouais. Donc je crois que 90% des paiements sont digitaux en Chine. Ouais. 2015, nous on payait encore les premiers loyers en cash. C'était terminé après un an. Énorme impact de la tech sur les Chinois via une application pourtant similaire à celle qu'on a mais qu'on n'utilise pas pareil. Tu l'as dit au début, pour aller plus loin dans le sujet de data et tech, ta pratique du consulting se construit rapidement autour de la data. Tu as parlé d'opportunités avec Carrefour, mais la data, j'ai l'impression, on pressent que c'était déjà un sujet qui était prégnant pour toi, que tu avais... Mais on est en 2008-2009 au début, tu vois. Aujourd'hui, c'est facile de se dire, quelques années après, que tu as fait le bon choix. Mais putain, tu sors d'HEC, tu as fait une fac d'histoire. Qu'est-ce qui t'a envoyé là-bas? C'est une rencontre, c'est une lecture, c'est un mentor, quelque chose, un symbole. Qu'est-ce qui t'a poussé à avoir envie d'aller dans la data? Alors, je pense que c'est le goût des maths, ça c'est sûr. J'ai toujours aimé les maths, je suis arrivé à HEC via les maths. Et après, si je creuse un peu, la data, le réveil autour de la data et surtout le réveil autour de l'IA, ça a été quand j'ai commencé à bosser pour JD.com. Donc quand j'étais en Chine, avec mon employeur précédent, on a bossé pendant 18 mois à Pékin pour JD.com. Donc JD.com, c'est l'Amazon chinois. Okay. C'est l'équivalent d'Amazon, c'est un distributeur en ligne. Le siège à Pékin, il y avait 10 000 personnes dans le siège. Tous les matins, lorsqu'on arrivait, il y avait une centaine de personnes dans les locaux en bas. C'était juste les nouveaux arrivants. Donc, et on bossait pour le département Y, c'était le département d'IA. Il s'appelait comme ça, le Y Department. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on développait des premiers algos. Et ce qui m'a fasciné, c'est que nos équipes codaient dans la journée, sur un périmètre restreint. Le soir même ou à la fin de la semaine, les équipes tech de JD.com prenaient les algos et les étendaient sur tout le reste du périmètre qu'on n'avait pas couvert. Et quand je vois la vitesse à laquelle ils récupéraient les algos, ils développaient, ils scalaient, etc., mais je ne veux bosser que là-dessus. Ouais, les mecs arrivaient, entre le matin et le soir, bon, on exagère un peu, mais quasiment cela, à confronter une idée, un algo à la réalité. Très vite. Ça, c'est absolument dingue. Et avec plein d'équipes techniques, chez eux, des employés JD.com ont bossé main dans la main avec leurs équipes d'ingénieurs. Et suite à ça, je me suis dit, mais en fait, je ne veux bosser que sur ces sujets data et IA, parce que c'est ça qui va faire le développement des 20 prochaines années de l'économie. Et à ce moment-là, j'imagine, tu commences à grenouiller autour d'une boîte qui s'appelle Artefact, que tu connais un peu maintenant. Et tu rencontres qui pour la première fois de cette boîte, ou quel est ton premier rapport à Artefact et comment? Alors, je les ai d'abord croisés quand j'étais chez Carrefour, je me rappelle très bien. J'ai entendu parler du mot, je suis allé sur leur site, donc ça c'était avant même de partir en Chine. Je vais sur leur site et je me dis, ils ont tout compris. Ce croisement data, IA et conseil, ils ont tout compris. Ensuite, j'ai un principal qui bossait beaucoup avec moi chez Wayman, qui part de Wayman pour rejoindre Artefact à Paris. Okay. Un peu en fer de lance. Quelques mois après, Vincent Luciani et Guillaume de Roquemorel me contactent et me disent, est-ce que tu veux pas développer toute notre activité data IA en Chine? Et donc j'ai dit, bon, ça a été une espèce de rencontre coup de cœur et un alignement de raison et guts, où se dit, c'est les bonnes personnes. C'est le bon thème. C'est le bon thème. Il y a de l'international. Bon, voilà. C'est le bon pays. Et je me dis, travailler sur un sujet data IA en Chine maintenant, il n'y a pas tellement de projets plus intéressants. Donc j'ai dit banco et j'ai rejoint l'aventure. Comment on se prépare, parce que c'est toi maintenant le CEO, même s'ils sont toujours là, mais comment on se prépare à prendre un rôle de numéro 1 dans un tel ensemble, qui est quand même d'une certaine taille, que tu connais certes, mais premier poste de number 1, il y a bientôt 2000 personnes dans la boîte, dans 30 bureaux, dans 23 pays. Comment tu t'es préparé? C'est une très bonne question. Alors d'abord, les choses arrivent toujours plus vite que ce à quoi on croit et ce à quoi on pense. Donc ça arrivait plus vite que ce que je pensais. Donc j'étais très heureux que Vincent m'ait demandé et m'ait posé la question, et Guillaume de prendre la suite. Très heureux et très honoré. Mais ça arrivait plus vite.
Qu'est-ce qui fait que c'est possible? Honnêtement, j'aurais jamais accepté si j'étais pas entouré de personnes en qui j'avais très grande confiance. Je travaille très bien avec Raoul, le patron du Moyen-Orient, qui est basé à Dubaï. On a rejoint Artefact au tout début. Je travaille très bien avec Radi, le patron des US, avec Justine, la nouvelle patronne de la France. Donc, vous savez qu'il y a... Je me sens extrêmement bien entouré sur tous les pôles d'Artefact, avec des personnes qui sont là depuis longtemps, qui connaissent bien la boîte et qui ont aussi, avec moi, développé Artefact. Donc le premier point, c'est de vraiment d'avoir des bases solides autour de soi. Et la deuxième chose que j'ai fait dès le départ, c'est d'aller rencontrer le plus de monde possible. La France, je ne connais pas encore tout le monde. Je suis allé aux États-Unis très vite. J'étais aux États-Unis lorsqu'on a annoncé à toutes les équipes que je devenais le CEO. Appointed CEO. Exactement. Et puis aux États-Unis, j'ai fait une demi-heure avec chacun des directeurs partenaires. J'étais en Angleterre il n'y a pas longtemps. Je vais au Maroc dans pas longtemps. Je vais à Dubaï dans pas longtemps. J'étais en Chine il y a encore 3 semaines. Donc ma top priorité, c'est de bien rencontrer individuellement chacun des partenaires, chacun des directeurs et les équipes, parce qu'on est une entreprise de talent. C'est notre seul actif, c'est les talents de la boîte. Évidemment, quand on prend un rôle de CEO, quand les fondateurs sont encore là, on a un espèce de jeu, mais c'est comme dans toute transmission, c'est d'être à la hauteur du legacy. Et en même temps d'espérer un peu imposer sa marque. J'imagine que la tienne, pour peut-être les 5 prochaines années, sera peut-être pas trop loin du thème international. J'imagine. C'est exactement ça, Mathieu. Quand on regarde, aujourd'hui, on est 600 à Paris, 1100 dans le monde. Quand on regarde les plans de croissance sur les 5 prochaines années, on fait, c'est pas secret, on fait à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Notre ambition, c'est de faire 600 millions 2030. Pour moi, 80% de ce chiffre d'affaires additionnel qu'on va créer, c'est hors de France, c'est l'international. Et l'international, c'est quoi? C'est les États-Unis, c'est le Moyen-Orient, c'est l'Asie, on est présent en Amérique latine, on est présent maintenant en Indonésie. Et c'est vraiment ce pari-là. On arrivera à développer Artefact qui fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, horizon 2030, si on continue de se développer à l'international. Et on précise que Artefact étant une boîte entre la data, le conseil, l'implémentation, est rentable since day one, quoi. Je veux dire, c'est pas une boîte qui cash burn, vous n'êtes pas un éditeur. Exactement. Bien que vous créiez beaucoup de contenu avec des labos. On a une petite tradition dans cette émission, on arrive à la moitié, on a demandé à quelqu'un que tu connais bien de te poser une question, et donc toi tu vas la regarder sur l'iPhone et nos téléspectateurs vont la découvrir directement à l'écran. Alors tu nous diras après qui c'est et voilà. Bonjour Edouard, vous arrivez au poste de CEO d'Artefact dans un moment de grande évolution des technologies. Comment votre expérience en Asie et en Chine influence votre perspective sur l'évolution de l'intelligence artificielle? Génial, quelqu'un que tu génial. Il a oublié d'être bête. Pietro Brambilla, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est le directeur financier de L'Oréal sur toute l'Asie. Okay. À Pâques. On a beaucoup travaillé ensemble avant même qu'il parte en Chine, et il est arrivé en Chine 1 an après moi. Okay. Et on a fait de super choses ensemble, des cas d'usage IA, de travail sur la gouvernance data, etc. Et cette question est une très bonne question pour 2 raisons. En fait, on avait un peu oublié la Chine sur les sujets IA. Tout le monde parlait de ChatGPT, GPT-4, OpenAI, Nvidia, etc. Et puis d'un seul coup, est sorti DeepSeek. Ouais. Et DeepSeek, fait un peu de mal à Nvidia. Exactement. DeepSeek qui sort en février, où il y a un groupe de talents chinois sortant des meilleures universités chinoises qui ont craqué une nouvelle approche pour développer un modèle de façon beaucoup moins coûteuse, qui marche quasiment aussi bien. Et d'un seul coup, la Chine est revenue sur le devant de la scène. Et donc pour moi, le premier élément de réponse, c'est la Chine va faire partie de l'écosystème IA mondial. Ouais. Concrètement, tu vois, en décembre, avant que DeepSeek sorte, j'ai lancé une branche de notre centre de R&D à Shanghai. Okay. Donc on a un doctorant qui est rattaché à une université avec Jiaotong University à Shanghai, ouais, qui est dans nos locaux et qui travaille sur des sujets d'IA, et notamment d'IA générative sur le RAG, c'est-à-dire le traitement
de l'ensemble de socles de données pour qu'un modèle de langage puisse interroger ces socles de données avec pour aller rapidement. puiser dans un data pool. Exactement. Donc ça Je fais c'est, semblant, mais j'y connais rien. mais ce sont les bons mots. Et la deuxième chose pour répondre à la question de Pietro, ce que j'ai appris en Chine, c'est la vitesse. C'est un des rares pays où on peut aller très vite et avec un terrain de jeu qui est colossal. C'est pas, dans beaucoup de pays on va très vite, mais c'est tout petit terrain de jeu avec des moyens tout petits. La Chine, c'est la combinaison de la vitesse et de la taille. Cette vitesse, c'est impératif pour Artefact qu'on la garde. Et j'arrive avec ça et je veux le distiller sur vitesse, sur innover sur les nouveaux sujets, vitesse sur comment on aide les clients à aller beaucoup plus vite que les concurrents et comment on implémente plus vite, vitesse de recrutement, vitesse lorsqu'on fait des acquisitions, il faut qu'on aille plus vite que les autres pour trouver les bonnes entreprises. Donc cette notion de vitesse, c'est ça qui m'a le plus marqué en Chine et j'ai essayé de garder cette empreinte-là. En tout cas, on salue ton ami et on le remercie pour sa question. Ouais, j'avais pas préparé cette question, mais en pensant à l'international, on a tous des challenges quand on prend un poste, que ce soit ta faute ou pas de bol, c'est comme ça. L'international est au centre de votre stratégie et en même temps l'international ça devient de plus en plus chaud. C'est la douane, vous ne serez pas trop concerné, mais on est quand même dans un monde, un paradigme qui a complètement changé. Nous, tu peux voir des gens qui commencent à te dire j'ai peur. Voilà, il y a cette notion de peur, elle est d'anxiété, mais justifiée pour des pays qui traversent des moments gravissimes. Et puis nous qui, évidemment, rentrons dans la danse, qu'est-ce que ça t'inspire par rapport à cette stratégie et à ce business à l'international ? C'est une très bonne question. Tout le monde me pose cette même question, tous les fonds posent cette même question actuellement. Il y a plusieurs choses. Ce qui est compliqué actuellement, c'est l'incertitude. Ouais. Et donc, ce qu'il faut surveiller, c'est dans 45 jours, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les tarifs vont être renouvelés, pas renouvelés, etc. Les périodes d'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire, parce que ça retarde toutes les décisions. Mais je pense qu'il y a des nouvelles règles du jeu qui sont sorties. Elles vont s'affiner, mais ces nouvelles règles du jeu, à un moment ou à un autre, vont devenir la nouvelle normalité. Donc les choses vont se stabiliser. Et derrière, c'est le jeu de la compétition, du capitalisme. Exactement. Et après, la deuxième chose, c'est quand on regarde chez Artefact, on a toujours été très localisé. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a 120 personnes, il y a 118 Chinois. Ouais. Et 2 profils internationaux. Au Brésil, le patron du Brésil est brésilien. L'Amérique latine, ce sont quasiment que des talents d'Amérique latine. Les États-Unis, pareil. Donc, on a toujours fait le choix chez Artefact d'être vraiment ancré localement. Exemple aussi là-dessus, on ne peut pas travailler uniquement avec les Google, les Azure, les AWS. On travaille avec Alibaba Cloud. Et il y a peu d'entreprises comme Artefact qui sont à la fois partenaires de Google dans le monde de l'Ouest, partenaires d'Alibaba Cloud en Chine, et je pense qu'il faut garder les deux. Donc cette nouvelle équation internationale, d'une certaine façon, peut nous impacter parce qu'on est très ancré localement sur les écosystèmes locaux. Si on n'était qu'un partenaire mondial d'un seul acteur, ce serait plus difficile. Bon, ça va vite, ça va très vite. Le rythme des évolutions techno accélère à marche forcée. Je sais pas le chiffre, tu le connais mieux que moi. C'est quoi l'IA ira 150 000 fois plus vite en 2030 ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va très très vite. Et ça donne un peu le vertige. Est-ce qu'en France, on a les armes pour rester dans la course ? On était présent au AI Action Summit organisé par Emmanuel Macron là, en février dernier. Et ce qui était intéressant, c'était que ça a été un peu un réveil pour tout le monde, qui d'un seul coup, tous les acteurs économiques et politiques ont réalisé qu'il y a des boîtes en France qui travaillent sur ces sujets. L'Élysée a publié dans son rapport final l'ensemble de la chaîne de l'IA, des modèles fondationnels avec Mistral, d'entreprises qui travaillent sur l'annotation de données comme Kili Technology dans la chaîne, et nous, le logo Artefact est dans le rapport final de l'Élysée sur les déploiements de l'IA. Donc il y a un écosystème européen, il y a un écosystème français qui existe, et c'est un peu un rappel pour tous les acteurs économiques. On dit mais travaillons avec l'écosystème européen sans se déconnecter des Alibaba, des Google, des Azure, etc. Parce que ils ont un coup d'avance, mais en aidant l'écosystème à se développer. Donc on a une carte à jouer, c'est évident. Tout simplement parce qu'en fait on a des leaders dans nos secteurs aujourd'hui.
J'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de la notion d'adoption, parce que l'adoption c'est ce qui vous place presque dans un système deep tech. Il faut que les gens apprennent, que les gens comprennent. Si les boards, si les codires s'en saisissent, tant mieux. L'utilisateur final, celui qui est dans l'organisation mais qui n'est pas en décision mais qui va subir le change. Enfin, le change c'est chaud en général. Tu le sais pour avoir été en partner chez Oliver Wyman. Et la notion d'adoption, ça m'intéresse. Pour toi, c'est quoi d'abord l'adoption en tant que CEO d'une boîte qui vise à faire adopter autant de changements, autant de pratiques? Un des premiers points que j'ai partagé lorsqu'on a présenté la nouvelle organisation au sein d'Artefact, c'était notre priorité à tous, nous-mêmes en premier, c'est de continuer de se former. Et on sort tous de bonnes écoles, de bonnes universités, mais on n'a pas forcément appris à apprendre. Donc on a énormément de séances de partage, de learning au sein des équipes tech, entre les équipes tech, nos équipes tech et nos équipes conseil pour rester à la page, des podcasts, des livres, des fils Twitter, des trucs. Donc il y a une urgence à rester à la page. Donc apprendre à apprendre, c'est le premier point. Et là, quand je regarde nos clients, ce que je dis souvent avec nos clients, c'est il faut que la tête montre l'exemple. Et il faut que les patrons montrent que ces sujets IA sont importants et qu'eux-mêmes investissent du temps. Par exemple, très concrètement, il y a la directrice, la présidente d'une grande marque qui m'a demandé de faire un parcours dédié pour elle de une dizaine d'heures d'upskilling sur les sujets data, sur les sujets IA, en one-to-one, parce qu'elle veut embarquer son organisation sur ces sujets. Elle sait que tout ça est nouveau. Elle est arrivée à ce poste-là alors que personne ne parlait d'IA. Et elle sent l'urgence pour elle-même de se former. Et je trouve que ça, c'est le meilleur exemple de leadership et de change lorsque ça commence par le haut en disant mais je m'empare de ce sujet, je me forme moi-même pour derrière embarquer les équipes. CEO et ça continue de faire du billing himself. Je passe du temps. Conseil, je continue de passer 50% de mon temps avec des clients. Question centrale de l'advisory ou du change, de la transfo au sens large. Qu'est-ce qui fait qu'un dogme, une stratégie devient réalité dans la vie des gens? Qu'est-ce qui fait que l'adoption devient réalité et quels sont peut-être les écueils à éviter pour que d'une super belle stratégie 2030, un plan 2030, on se retrouve avec quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé? On a une valeur chez Artefact qui est en anglais parce que on est une boîte internationale. If not used, it's useless. Et ça, en fait, c'est un motto que l'on martèle à toutes mes équipes. C'est-à-dire que développer un module d'IA, un produit IA qui n'est pas utilisé, ça sert strictement à rien. Et donc, on a une obsession sur l'usage. Et lorsqu'on regarde les indicateurs de succès d'un plan de transformation IA, c'est l'usage. Ouais. Et donc, que ça soit un produit IA, une plateforme, un sujet analytique, il faut s'assurer ça répond parfaitement aux besoins des équipes métiers. Et dans certains cas, on se plante. Et lorsqu'on se plante, on est capable de pivoter très vite parce qu'on a anticipé que, attention, il y a un risque d'usage, ce truc-là n'est pas assez utilisé, il faut qu'on repivote, il faut qu'on ajuste. L'usage, c'est le motto de succès sur ces sujets IA. ChatGPT, c'était le projet le plus ambitieux possible parce que c'est juste un truc avec lequel tu peux tout faire et en même temps, c'était le truc le plus usage-driven parce que du coup, justement... Mais le paradoxe là-dessus, Mathieu, sur un ingénieur OpenAI qui était français, qui a quitté depuis, disait au sein de OpenAI, avant que ChatGPT ne sorte, il ne savait pas très bien à quoi ça allait servir. Ce chatbot intelligent, ils ne savaient pas très bien, ils disaient ok, on va le mettre sur le marché, on va voir ce que ça donne. Et eux-mêmes ont été terriblement surpris de l'engouement qu'il y a eu et du fait qu'ils arrivent à 1 million d'utilisateurs en 5 jours, etc., qui est du jamais vu. Ils ont été eux-mêmes surpris. Pourquoi? Parce que c'est pas la tech, c'est pas les équipes tech ou les équipes IA qui vont savoir à quoi va être utilisé l'IA. Ce sont les équipes métiers, c'est toi, c'est moi, c'est tous les utilisateurs qui d'un seul coup doivent comprendre ce que la tech peut offrir et tirer ces sujets-là. Et c'est là où c'est notre métier, c'est de former les équipes business, former les leaders pour qu'ils embarquent dans une transformation IA de leur entreprise. On est toujours dans le thème de l'adoption, parce que c'est ce dont on parle, mais j'aimerais qu'on fasse un parallèle entre IA, tes thèmes et la transition durable. Parce que c'est des sujets d'adoption, tu vois. Et toi, quel parallèle tu vois entre le succès de l'adoption rapide de l'IA poussé, mis à l'agenda, et la transition durable? C'est finalement juste l'opposition d'une opportunité business
que représente l'IA et ce qui est encore perçu comme une contrainte business qui représente la transition durable, pourquoi aujourd'hui on parle peut-être plus d'IA que de transition? C'est une bonne question. Pour moi, la façon dont je vois les choses, c'est l'IA et la data et la tech au sens large font à la fois partie du problème des questions environnementales et de l'impact carbone sur la planète, mais ça fait partie aussi des solutions. Et il faut garder ces deux éléments-là. Pourquoi ça fait partie des solutions? Parce que si on veut optimiser n'importe quel flux physique, n'importe quelle distribution qui va avoir un impact carbone négatif sur la planète, ben en fait, on a besoin de tech pour le faire. Et ça, on commence à faire beaucoup de cas d'usage sur réduction de la consommation d'électricité parce qu'on est capable de mieux prédire les pics de demande et dire bah, attention, si on a ce pic de consommation, ça va aller taper des usines à charbon parce que les pics, c'est comme ça que sont gérés. Si on évite les pics en baissant la consommation au bon moment, ben on peut avoir un impact incrémental. Mais c'est vraiment ces deux angles-là. Et est-ce que finalement l'IA aujourd'hui, c'est simplement une traction, un trend plus fort que la transition durable? Je pense que les deux vont s'allier. Ouais. Je te demande pas de me dire que l'un est meilleur que l'autre, mais de fait, c'est vrai que surtout avec effectivement ce qui peut se passer outre-Atlantique, l'IA n'est pas un sujet trop challengé par le nouvel gouvernement américain, au contraire, là où, voilà, qu'est-ce qui fait que c'est moins trendy Moi, ce que j'essaye de faire chez Artefact, c'est que de ne pas surfer sur la mode. C'est-à-dire que on parlait du métaverse pleine balle il y a 3 ans, on ne s'est jamais emparé du sujet. Certains ont acheté de l'immobilier, du real estate, métaverse, ils se demandent pourquoi. Exactement, et donc de sortir des effets de mode, et de notre point de vue, les questions environnementales sont centrales pour le développement économique des 20 prochaines années. C'est incontournable. Alors qu'on en parle plus, qu'on en parle moins, au fond, je m'en fiche. Il faut qu'on bosse dessus. Donc on est une des rares boîtes, on a une personne dédiée, responsable environnementale et sociale, qu'on a recruté il y a 1 an à peu près, et qui porte tous ces sujets en interne. Et pour nos clients, ça devient important. Exemple... c'est toujours un trend chez le client. Et en fait, dans certains cas, nous, on va être force de proposition. D'aller optimiser la consommation d'algorithmes, la façon dont les algorithmes sont codés sur une plateforme pour réduire l'impact derrière en eau et en carbone. En fait, on est force de proposition aujourd'hui parce qu'on est capable de venir en disant il faut changer la façon dont c'est codé, on a des idées pour le faire. Alors, ça a souvent un impact économique et un impact environnemental positif. Si on peut avoir un leader mondial français qui propose des solutions tech, ou en tout cas qui aide dans l'adoption de l'IA et qui le fait de façon native avec une approche durable, effectivement, ce serait pas mal. On passe dans un autre moment fort de notre émission qui est le Green Light Challenge. Alors je te donne, nous avons évidemment en termes d'accessoires, nous avons des moyens. Donc tu as 3 cartes. Très digital. Red light, yellow light, green light. Et je te pose des questions. L'objectif, c'est d'y aller tac au tac. Alors, ton équilibre vie pro, vie perso. Alors, je vais te sortir un orange. Mon équilibre à moi, en fait, c'est un choix permanent. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est en permanence un recalibrage de ce qui est jouable et pas jouable. À la naissance de notre premier enfant, je m'étais arrêté pendant 2 mois, ce qui était idéal. Donc c'est un choix, et je te mets orange parce que c'est un défi dans notre métier pour nos équipes. J'y suis sensible parce que j'adore ce métier, mais c'est dur, c'est sans limite. Donc moi je crois beaucoup au coaching. Il y a beaucoup de personnes chez nous qui sont coachées pour mieux apprendre à dire non, savoir prioriser les choses, pour justement gérer cet équilibre. Parce que si on n'a pas d'équilibre, et si on n'offre pas d'équilibre à nos équipes, on ne pourra pas les garder longtemps. Devenir CEO d'une boîte de près de 2000 personnes. Je vais te sortir le carton vert, Mathieu. On est obligé. Sortir le carton vert, c'est à la fois énormément d'excitation, et c'est ce que j'avais la discussion avec Vincent et Guillaume là, il y a quelques mois. Il dit je suis très très heureux dans ce que je fais, je me verrai pas faire un autre job. Donc je me dis c'est... Déjà la question du sens elle est vite répondue comme on dit. Exactement. Ok. Le retour en France après être expat? Alors je vais te répondre un petit trio. L'arc-en-ciel. Un petit arc-en-ciel. Et pourquoi l'arc-en-ciel? Parce que
ça change suivant le temps et ça change suivant mes proches, entre ma femme et mes 3 enfants. C'est sûr que c'est un choc. 8 ans, mes enfants n'avaient aucun souvenir de France. Donc quand on est parti, l'aîné avait 3 ans et demi. Donc c'est la réadaptation. Le truc qui me frappe le plus, Mathieu, c'est j'aime mon pays. Une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Artefact, c'est que c'est une boîte française, fondée par des Français, le siège est à Paris, originellement. Et quand j'étais en Chine, ça avait du sens de rejoindre une boîte française. Et j'étais frappé en rentrant de l'autoflagellation française, qui est quand même un sport national incroyable, et qui n'existe pas en Chine. On est à des années-lumière de ça, qui n'existe pas aux États-Unis du tout. Il dit mais qu'on arrête de se faire mal en permanence. On a des talents incroyables, on a des universités incroyables, des écoles incroyables, on a de très belles boîtes, on a des investisseurs. Voyons de façon beaucoup plus positive et optimiste les choses. Et donc ça c'est vraiment le red flag depuis que je suis rentré. Je me dis mais il faut remettre de l'optimisme dans ce système parce qu'on se tape dessus tout seul. On a, comme on dit en anglais, un je ne sais quoi en plus de cela. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette aura de la France. Il faut le savoir, chers téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller, qu'au-delà de nos frontières, c'est une fierté d'être français. Je veux dire, en général, c'est quand même ah, you French. Exactement. C'est pas vraiment ce qu'on s'applique à nous-mêmes. La situation d'adoption, pour toi, le niveau de maturité de l'adoption de l'IA par le grand public. Alors, je te sors un rouge pour Toulouse, parce que la technologie, en fait, va tellement vite qu'il y a une urgence absolue à la formation, à la découverte, à l'usage, etc. Il y a en France une forme de réticence sur le progrès technologique au sens large qu'il faut casser. Moi, je veux parler de façon simple de comment est-ce que l'IA peut changer des vies, faire sauver des vies, gagner en compétitivité, etc. sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et il y a une urgence absolue à se former. Et il y a un écart qui est colossal. Il n'y a que 13% des employés en France qui ont été formés sur l'IA. C'est ridicule, pas du tout assez. Vous avez entendu ce message, formation. 2,5 milliards pour faire de la France un champion de l'IA avec France 2030. C'est dans le positif français, je te sors un carton vert parce que je trouve ça très bien que enfin on en parle, que on sorte des investissements, etc. Et je te sors un carton vert pour encourager dans cette direction. Après, ce n'est absolument pas du tout assez. Absolument pas du tout assez. Il faut avoir des fonds de VC qui sont capables de mettre des tickets dès le départ dans des entreprises IA innovantes, mais au tout début. Les États-Unis, dès qu'il y a une idée un peu intelligente, les fonds de VC se battent pour investir. En Chine, lorsqu'il y a une idée intelligente, il y a 20 boîtes qui vont faire la même idée et on va voir qui gagne. On n'a pas suffisamment ce réflexe d'innovation et donc d'investissement en France, et il faut le favoriser. Le potentiel d'un cloud souverain à l'européenne. Je te mets un orange, en fait, pour 2 raisons. Oui, il y a du potentiel parce que ça va devenir une obligation légale, voire géopolitique. Dans certains secteurs, ça va être impératif. Donc certains secteurs de la banque, dans certains secteurs stratégiques industriels, dans certains secteurs de santé, on va avoir besoin d'infrastructures locales, souveraines en France. Et Orange aussi parce que on peut pas se déconnecter du système, on peut pas se déconnecter de l'Ouest. Les sujets IA, les sujets data, il y en a beaucoup qui sont open source. Donc trop se refermer va nous déconnecter des innovations. Donc je veux qu'on accélère sur du souverain en Europe, mais en même temps il faut qu'on reste connecté au reste du monde. Il faut avoir cet équilibre. Ouais, ça va être un sacré équilibre à trouver. Allez, 2 dernières questions. À qui tu donnes un green light aujourd'hui? Un green light, personnalité publique, un collaborateur, famille, qui tu veux? C'est une très bonne question. Je vais donner un green light à ma femme, parce qu'en fait, sans ma femme, je ne serais pas chez Artefact. La petite histoire, c'est Guillaume de Roquemorel était de passage à Shanghai, parce qu'il rachetait une agence digitale locale là-bas. Et comme j'avais eu des tout premiers échanges, Guillaume m'a dit, mais je serais ravi qu'on se rencontre. Et puis je suis rentré le soir et je dis à ma femme, je suis pas très bien, je suis quand même très bien où je suis partant à la boîte, tout va bien, pourquoi changer? Et ma femme m'a dit, mais c'est n'importe quoi, c'est pas toi ça, va le rencontrer évidemment. Et donc
c'est en partie grâce à elle que j'ai rejoint Artefact, donc green light pour elle. On la salue. Allez, on est bien obligé, quand même, on reste français. À qui est-ce que tu mets un red light aujourd'hui? Avec un sens critique d'une action. Alors, je vais mettre un red light aux lenteurs de décision sur ces sujets IA dans les COMEX, dans les boards. Et je mets un red light au fait de penser que c'est trop simple. Et notamment, en fait, IA, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de data. Et il y a urgence à travailler sur la qualité de la donnée, la gouvernance de la donnée. L'IA va être ouverte à tous. Le vrai actif d'une boîte, c'est la data. Et il n'y a pas assez d'investissements qui sont faits sur cet actif-là. Donc c'est un peu red light. Et je ne connais pas une seule boîte qui soit parfaite ou qui est suffisamment investie sur ces sujets de qualité de data. Et c'est pas simple. Et ça, pour le coup, il y a urgence absolue. Merci beaucoup Edouard, je vois qu'on arrive bientôt à notre destination. On va découvrir le siège d'Artefact avec son CEO Edouard Mezrak. On arrive dans un instant, à tout de suite. Bienvenue chez Artefact, Mathieu. Alors donc on est devant votre siège. Là, il y a 600 personnes, tu disais? On est sur 2 sites, tellement on a de monde. Ça, c'était le site historique. On a un site qui est à 5-10 minutes à pied. Et là où je suis très fier, c'est qu'on a un des pôles de data scientists les plus importants à Paris. On a une centaine de data scientists à Paris qui bossent pour tous nos clients. Donc 600 personnes, ça fait une belle taille. Eh ben, ça tombe bien, c'est une de mes dernières questions. La croissance d'Artefact, ça va passer par l'attraction des talents. Alors, on a parlé de beaucoup d'international. Là, on zoome vite fait sur la France. Ouais. Est-ce qu'en France, tu as ce pipe, ce pool de talents qui est prêt à passer à l'action, les jeunes ou des gens qui se reforment, qui font des changements de carrière, pour suivre des boîtes comme la vôtre? Pour moi, dans notre métier, j'ai 2 priorités. Les clients et les talents, et les 2 sont quasiment équivalentes. Et en France, on a la chance d'avoir de très bonnes écoles. On recrute dans toutes les meilleures écoles, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. Et on a des partenariats très forts avec chacune des écoles. On a fait quelque chose en plus pour créer des liens encore plus forts. On a notre centre de R&D qui est ici, au siège à Paris, en binomage avec des clients et des universités. Donc avec Paris-Saclay, avec Toulouse, avec Polytechnique, avec Centrale, etc., qui bossent sur des sujets de recherche d'IA appliqués. Et ça nous crée aussi un lien différent avec l'écosystème universitaire, et c'est comme ça qu'on arrive à attirer les meilleurs talents qui veulent bosser sur ces sujets IA et data. Mais c'est une bataille constante. Ouais. Les talents, c'est une super priorité, et puis une fois qu'on les a recrutés, il faut qu'on les fasse grandir, il faut qu'ils se projettent. Je crois beaucoup aux transferts internationaux. On envoie là des talents aux États-Unis, on envoie des talents à Dubaï, des talents qui sont partis au Maroc, en Afrique du Sud. Et il faut qu'on crée ce One Artefact mondial en diffusant à partir de la France. Trop bien. Donc tech transfert et parcours internationaux au Exactement. cœur de la stratégie de talent d'Artefact. Après un trajet dans Paris, on l'a vu, avec des bouchons, on ne sait pas où on va, il faut changer d'itinéraire. Ça, c'est aussi la vie d'un dirigeant. Est-ce que toi, tu as une boussole, un mantra, quelque chose qui t'aide à prendre des décisions quand tu es dans l'inédit, quand tu es face à je sais pas, et que maintenant que tu es CEO, c'est à toi de décider ou d'être au cœur de la décision? J'ai un mantra qui me revient en tête, qui est ne pas subir. Ne pas subir, je crois que c'est le mantra du général de Latte de Tassigny. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait toujours avoir un coup d'avance, toujours anticiper les prochains sujets, les prochains besoins des clients, les prochaines batailles avec les talents. Et ne pas subir, je pense que c'est un des mantras que j'ai depuis très très longtemps et qui revient très souvent. Ne pas subir. Ne pas subir. C'est tatoué déjà? C'est sur le mollet droit. Une dernière question, qu'est-ce que tu souhaites à la France pour les 5 années à venir sur vos thèmes, à vous? Je veux qu'on soit plus visible et je veux qu'on trouve des sujets spécifiques français. Tu vois, exemple, nous on travaille en binomage avec d'autres entreprises, notamment Mistral, sur créer des modèles de langage sur du texte français. Donc avec l'INA, avec la Bibliothèque nationale, etc.
Et il faut qu'on ait des modèles de langage qui contient toutes les subtilités et la richesse de la langue française, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et donc je veux qu'on ait cet héritage historique, on revient à l'histoire, puisse alimenter les briques d'IA qui vont être développées en Europe. Un savoir-faire un peu à la française, une différenciation par tout cela. Exactement. Avec des applications que tu as déjà en tête ou à construire demain ou... En fait, dans le terrain d'application est sans fin, que ça soit de la R&D, que ça soit aider les équipes de vente à mieux vendre, que ça soit de la production, en fait, c'est toute la chaîne qui va être chamboulée. Et je veux qu'on soit sur la totalité de la chaîne. Et pour ça, il faut qu'on puisse jouer avec une architecture de modèles différents. Il y aura des modèles américains, il y aura des modèles chinois, mais je veux qu'il y ait des modèles français. Très belle conclusion pour cette émission. Merci infiniment, Edouard de Mezrac, d'avoir bien voulu faire ce 4e épisode de Greenlight. C'était un plaisir de te rencontrer, d'en savoir un peu plus sur toi. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous également. On se retrouve dans de prochains épisodes pour continuer à avoir des personnalités comme Edouard qui nous inspirent par leurs actions et par leur stratégie de croissance. Vous continuez sur Be Smart for Change dans un instant sur notre chaîne. Merci à tous.